Bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Oltramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti! Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Dans ce podcast, nous allons poursuivre notre discussion autour de l'ouvrage de Boubacar Boris Diop, Mourambi, le livre des ossements. C'est un ouvrage sur le génocide rwandais. Cet ouvrage met en scène plusieurs personnes autour d'un drame qui s'est produit à Mourambi et qui a été perpétré, entre autres, par le père même d'un personnage, j'allais dire personnage principal. Alors, on peut se poser la question suivante. Faut-il raconter l'horreur dans ses moindres détails? Parce que, tu en conviendras, Nicolas, il y a certaines pages de cet ouvrage, moi j'ai du mal à dire roman. Sachant que cet ouvrage comporte une part de fiction, je me dis, faut-il raconter cette horreur avec tous les détails qui nous font frémir et qui provoquent sans aucun doute des cauchemars? Alors, on sera bien d'accord que dans d'autres formes d'art, dans les arts plastiques, dans la performance, je pense ici à Marina Abramovic, avec son Balkan baroque en 1997 à la Biennale de Venise, qui, faisant largement référence aux meurtres, aux assassinats qui s'étaient produits pendant la guerre de Yougoslavie, passait des heures à nettoyer des os auxquels étaient encore attachés des lambeaux de chair. Mais pour revenir à la littérature, faut-il aller aussi loin dans la documentation de l'horreur? Alors c'est effectivement toute une question, cette fois plus littéraire. Alors c'est vrai que Boubacar Boris Diop ne nous cache pas dès le titre, le livre des ossements. Bon, on est déjà averti sur le type d'ouvrage que l'on tient en main. Et c'est vrai que cela peut avoir un effet dissuasif. Beaucoup de lecteurs n'ont pas forcément envie d'être confrontés, ou en tout cas confrontés trop brutalement, avec des réalités aussi horribles, à une violence bien réelle et qui serait évoquée dans ses moindres détails. On sait en ouvrant les pages de ce livre que nous allons être face à une lecture, on va dire, inconfortable. Maintenant, toute la question est là, ne faut-il lire que des livres confortables ou au contraire, faut-il parfois ouvrir les pages d'un livre qui sera un véritable coup de poing dans notre figure de petit lecteur douillet. Alors ici donc, on est au courant dès le début et le programme va être rempli. Nous allons trouver des pages de description et de détails qui vont être donnés et qui sont évidemment terribles et qui nous font frémir, mais en même temps, c'est bien le but de nous faire connaître j'ai envie de dire, pas simplement d'un point de vue abstrait, mais jusque dans notre chair à nous, jusque dans nos frissons, l'horreur d'un événement, que de plus, les lecteurs, donc qui sont les lecteurs français ou francophones, puisqu'il écrit son roman en français, eh bien, ont vécu de loin, avec, je crois qu'il le dit aussi, un petit peu ces a priori que nous pouvons avoir sur les Africains, ces Africains qui se massacrent à la machette tels des sauvages. Là, on nous fait rentrer dans des vies de personnes qui nous ressemblent et on nous fait frémir face à l'horreur de ce qu'ils ont vécu véritablement. Un autre point qu'on pourrait rajouter, c'est qu'en faisant ce choix, Boubacar Boris Diop, me semble-t-il, épouse les choix qui ont été ceux du Rwanda pour commémorer ce génocide. Il évoque notamment des cadavres qui sont exposés un peu comme des pièces de musée. Il me semble qu'il y a je me souviens d'une femme du cadavre d'une femme qui est exposée, je crois, dans une église, donc les jambes écartées, avec empalées sur un pieu. Oui. Empalées, voilà, avec le pieu encore enfoncé dans son vagin. Donc un détail absolument atroce.
à tel point qu'on se demande, mais est-ce que là, justement, est-ce que ce n'est pas un peu de la fiction? Est-ce que ce n'est pas l'écrivain qui en rajoute dans l'horreur comme une sorte de procédé littéraire? Et j'ai appris par la suite que non, cette femme existe, enfin ce cadavre de femme. Peut-être plus maintenant, mais en tout cas, il y a eu ce type d'exposition. Les cadavres ont été exposés, les os ont été exposés, les vêtements ont été exposés. On a voulu vraiment confronter la population et les visiteurs ou visiteuses de différents mémoriaux à cette horreur. Alors, il faut reconnaître, Nicolas, qu'il y a quand même une fascination morbide, pas une fascination voyeuriste, évidemment, face à cette horreur à laquelle on a du mal à croire. Et il y a un passage dans le roman qui fait frémir parce qu'il a trait à l'inexorable. C'est une jeune femme évoquée par Jessica. Donc, Jessica l'a décrit comme une jeune femme très belle, qui au préalable a été abusée par un prêtre et qui sait qu'elle va mourir et qui sait qu'il n'y a aucune issue. Et elle dit à Jessica, parce qu'il faut préciser que Jessica, la résistante, elle a de faux papiers et dans sa carte d'identité, il est indiqué qu'elle est Hutu, ce qu'elle n'est pas. Et là, cette jeune femme dit à Jessica, « Je n'ai pas de nom, je suis celle qui va mourir. » Et on pense évidemment à l'anonymat des victimes, quelles qu'elles soient rwandaises, que ce soit les victimes de l'Holocauste. Et ce qui est terrible, c'est que ces personnes ont perdu leur identité et leur humanité au cours du génocide. Alors, dans ton exemple, ce qu'il faut également rajouter et qui le rend d'autant plus poignant et terrible, c'est que pourquoi est-ce qu'elle sait qu'elle va mourir? C'est parce qu'elle est belle. Elle sait qu'elle est très belle. Et que dans ce contexte où évidemment les soldats, les jeunes soldats, on l'évoquait, vont se livrer à des viols à répétition, eh bien, d'une certaine façon, forcément, elle va attirer les désirs de ses persécuteurs et elle n'a donc absolument aucune chance à cause de ça. Donc, outre l'anonymat des victimes, c'est encore une façon ici de dénoncer une sauvagerie, mais qui est finalement un déchaînement de toutes les pulsions sexuelles chez ces soldats qui, dans ce contexte de génocide, en avaient le droit et donc s'y sont livrés. Alors on a parlé beaucoup des victimes, mais et c'est ce qu'on avait dit également dans le podcast précédent, il faut surtout pas oublier les résistants. Il y a 3 personnages de résistants qui sont admirables. Donc en dehors de Jessica, il y a aussi Gérard et Siméon. Ces 2 personnages masculins, ils ont participé à la guerre. Ils se sont défendus évidemment au péril de leur vie. Et il y a un passage magnifique qui est évoqué dans c'est pratiquement vers la fin de l'ouvrage, au moment de l'assaut. Et le groupe des Tutsis se trouvait en haut d'une colline et ils savaient que pour pouvoir survivre, il fallait foncer dans le groupe des Hutus. Alors, au risque de perdre un membre, au risque évidemment de perdre la vie, mais quand on n'a plus rien à perdre, il y a une chose, c'est, je crois, la dignité du résistant, qui fait sa force et c'est une situation dans laquelle il refuse absolument d'être une victime. Alors ces figures de la résistance, évidemment, ça fait écho à un auteur, j'allais dire, il est encore contemporain, c'est évidemment Albert Camus. Oui, alors c'est vrai que ça fait écho à toutes ces questions qui se sont posées autour de la Seconde Guerre mondiale en France, sur la responsabilité de l'intellectuel et notamment de l'écrivain à s'engager. Donc il y avait Camus, il y avait également Sartre qui disait qu'un écrivain ne pouvait pas ne pas être engagé d'une certaine façon. Camus, qui lorsqu'il reçoit le prix Nobel à Stockholm, va tenir un très beau discours où il dit que c'est sa responsabilité effectivement de faire entendre les voix de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils sont opprimés, écrasés par une force ou une autorité qui les annihile. Et effectivement, on a tout à fait cette idée-là dans le roman. C'est d'ailleurs un petit peu l'itinéraire du personnage, on va dire principal quand même, parce qu'il revient souvent, de Cornelius,
qui évoquait un projet d'écriture. Alors tu l'avais dit, il a un projet d'écriture d'une pièce de théâtre sur le génocide. Il l'évoque un soir quand il est ivre. On ne sait pas très bien si c'est du lard ou du cochon parce que il imagine une scène qui nous paraît complètement ahurissante tant elle est déplacée, avec un colonel français qui s'appellerait Perrichon. Bon, Perrichon, ça évoque des pièces de vaudeville. Donc alors, on ne sait pas si c'est tout à fait vrai. En même temps, il revient dessus plus tard. Donc il y a quand même probablement un projet d'écriture à ce niveau-là. Et à la fin du roman, il prend conscience quand même que son projet est particulièrement déplacé. Mais il dit, ce qui n'est pas déplacé, c'est mon désir de porter tous ces événements vers une parole, ce qu'il appelle son élan vers la parole. Il voit effectivement dans cette écriture, et en cela il devient le porte-parole de l'auteur du livre, un moyen de dire inlassablement l'horreur. Donc là je cite, avec des mots machettes, des mots gourdins, des mots hérissés de clous, des mots nus, et n'en déplaise à Gérard, des mots couverts de sang et de mer. Ouais. Donc la question de dire l'horreur, finalement c'est une question qui ne se pose pas lorsqu'on est dans un projet justement de résistance et d'engagement littéraire. Ouais. Alors, il y a aussi une autre question dont il faut absolument qu'on parle, et c'est la question de la légitimité. Nous avions déjà évoqué cette question, à savoir, Boubacar Boris Diop, c'est un auteur sénégalais qui est allé au Rwanda en 1998. L'ouvrage Murambi, le livre des ossements, c'est un ouvrage de commande. Boubacar Boris Diop n'est ni Tutsi ni Hutu, mais il est sénégalais, et donc il n'était pas là au moment du génocide. A-t-il le droit de s'exprimer dans une situation qui était paroxystique, dans une situation qui pourrait l'amener, lui, auteur, à apporter une part de subjectivité? Est-ce que, justement, ce degré de l'horreur autorise, je crois que c'est le mot, autorise 1 millimètre de subjectivité? Alors là, moi, j'ai pas de réponse à donner. C'est vrai que je me suis posé la question en lisant le livre, mais de quel droit, pourrait-on dire ainsi, de quel droit écrit-il sur un génocide dont il n'a pas été témoin, dont il n'a pas été la victime directe? Autant Scholastique Mukasanga, quelque part, a une légitimité, puisque elle-même était Tutsi et qu'elle a perdu un grand nombre de gens qu'elle connaissait. Bon, là, effectivement, il y a une légitimité qui s'impose. Alors, voilà, faut-il retirer le droit à toute personne qui n'a pas vécu le drame de s'exprimer dessus? C'est toute la question. Je me garderai bien de trancher et de donner une réponse. Toutefois, effectivement, il est venu en résidence d'écrivain à Kigali. Ce livre est le résultat de tout un travail d'enquête, d'investigation. Il a interviewé des survivants et donc, quand même, on est ici face à cette fonction de l'écrivain, de porte-parole, celui qui va porter haut la parole de ceux qui n'ont peut-être pas les moyens de le faire. On est, ce que je disais tout à l'heure sur cette fonction de l'écrivain résistant, de l'écrivain engagé, et donc tout ce kaléidoscope de points de vue, on peut y voir effectivement le résultat de toutes ces interviews. Donc une certaine fidélité à la réalité qu'il a rencontrée là-bas. Donc ce n'est pas non plus l'écrivain qui, assis confortablement dans son fauteuil, s'est mis à imaginer les massacres au Rwanda. Et puis si on pousse la problématique jusqu'au bout, à ce moment-là, faut-il avoir été rescapé des camps de concentration pour écrire sur ce sujet? Et puis je vais enfoncer le clou un petit peu plus loin. Faut-il être une femme pour évoquer dans ses écrits une expérience de femme? Donc on voit bien que ce type de réflexion pourrait, alors si on la pratique de manière idéologique et j'allais dire presque fanatique, ça nous amène très loin. Je voudrais juste ajouter, il y a eu un certain nombre de rescapés qui ont travaillé avec des journalistes. J'aimerais citer un ouvrage
qui s'intitule L'ouragan a frappé Nyundo. C'est le témoignage d'une femme qui s'appelle Félicité Liamukuru et qui vit, je crois, en Belgique et qui a travaillé avec une journaliste, Nathalie Caprioli. Et j'évoque ce titre parce que on trouvera des recoupements dans les descriptions, tant dans cet ouvrage de Boubacar Boris Diop que dans le témoignage de Félicité Liamukuru. Donc il y a effectivement une authenticité, une réalité des faits et que la part d'invention, elle est extrêmement minime. D'un autre côté, pour poser la question de la reconstruction, du dépassement, de la haine... Excuse-moi. Alors d'un autre côté... Voilà, pour poser la question du dépassement, de la haine, de la vengeance, du ressentiment, peut-être aussi était-il préférable que ce soit un écrivain extérieur qui pose cette problématique-là et que nous trouvons donc dans le roman avec un beau personnage, le personnage de Siméon. Alors c'est le personnage de Siméon qui est, l'incarnation même de la résistance, à la fois de la résistance et du pardon, mais je préférais retirer le mot de pardon. Qu'il va transcender sa douleur pour permettre, entre autres, que la maison du docteur Joseph Karekesi ne soit pillée, incendiée, pour apaiser en quelque sorte un petit peu, moi il me fait penser, il m'évoque Mandela, ce personnage, et il fait écho, le personnage de Siméon, à, un personnage de Camus. Allez, on va terminer sur Camus. Il me fait penser au docteur Rieux qui, face à l'absurdité des faits, face à l'horreur, face à la lâcheté humaine, à toute cette noirceur, choisit de sortir de cette problématique par le haut. Oui, tout à fait. C'est une image de grandeur, de dignité, et c'est le renoncement à la violence, puisqu'on sait que... la vengeance, lui sait ce que beaucoup ignorent ou ne veulent jamais savoir, c'est que la violence ne peut qu'engendrer de la violence, c'est la structure même de toutes les tragédies, ces cycles de vengeance qui ne trouvent pas de fin, sauf si on trouve un être supérieur comme ce Siméon qui décide, alors tu as raison, il ne s'agit pas de pardonner, mais de finalement ce renoncement à la violence, c'est s'attacher à sa propre dignité en refusant de se laisser aller à ceux dont on a été victime. Alors effectivement, c'est un grand thème. Un thème bouleversant, et nous allons nous quitter sur ces termes de dignité et de transcendance. Voilà. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de votre attention. Merci Nicolas. Et à la prochaine fois.